diabète, une présentation qui va durer à peu près entre 15 à 20 minutes. Je remercie infiniment les organisateurs de cet événement, spécialement professeur Belkhadir et professeur Benabed. Et je suis vraiment, réellement très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je parlerai plus du rôle d'un professionnel de la santé qui joue un rôle primordial et très important dans la prise en charge du diabète, et qui est le diététicien. Bon, le diététicien, le nutritionniste, c'est un volet, joue un rôle, comme je viens de dire, primordial, justement parce que dans la prise en charge de diabète, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Et ça, on le sait tous. Donc, sans la prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire et l'endocrinologue, le médecin, le diététicien, le côté et traitement et nutrition, et également mode de vie en totalité, là, ça cause souvent problème pour rééquilibrer la glycémie du patient. Alors que lorsqu'on prend le patient et le cas en sa totalité, ça donne des résultats vraiment intéressants. Donc voilà, donc moi je parlerai plus de la diététique du diabète type 2. Ça se rapproche un petit peu quand il s'agit de diabétique, surtout pour le diabète de la femme enceinte, donc du diabète gestationnel. Mais pour le diabète type 1, c'est une prise en charge à part, plus détaillée et qui nécessite une prise en charge plus approfondie. Donc voilà, donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est plus pour le diabète de type 2. Donc la prise en charge diététique ou la prise en charge nutritionnelle, elle permet d'atteindre certains objectifs, et elle a des bienfaits bien clairs qu'on sait tous, qui d'abord en premier lieu maintenir une glycémie stable et normale, ça c'est primordial quand il s'agit d'un patient diabétique, éviter les risques et les complications, avoir un apport nutritionnel optimal, tout en respectant bien sûr les habitudes alimentaires du patient et son niveau socio-économique. Et donc on se retrouve souvent en consultation avec des patients qui ont du mal à suivre les conseils de leur médecin et qui ont du mal à appliquer le soi-disant régime. Mais alors on doit vraiment faire passer le message qu'il ne s'agit pas de pratiquer un régime ou d'appliquer un régime imprimé ou vu sur internet ou autre chose. Alors, il s'agit vraiment de faire une prise en charge adéquate et personnalisée, parce que la clé d'une bonne prise en charge, c'est qu'elle soit personnalisée. Si elle n'est pas personnalisée, alors là, on se retrouve avec un patient qui n'arrive vraiment pas à suivre ce qu'on lui dit et qui ne saura vraiment pas réguler sa glycémie avec toute aisance, comme on dit. Alors, il faut faire les bons choix en matière d'alimentation. Comme je viens de dire, il faut s'aligner au maximum possible avec les habitudes alimentaires du patient. Des fois, ce n'est pas possible de le faire avec certains patients. Ils viennent avec des habitudes alimentaires vraiment très graves qu'on doit absolument corriger. Mais il faut quand même se rapprocher plus du patient et essayer de voir sa culture, ses origines, ce qu'il a l'habitude de prendre tous les jours, le plat familial qu'il présente fréquemment, etc. Donc il faut vraiment faire un interrogatoire, une enquête alimentaire bien poussée pour pouvoir par la suite adapter nos prescriptions diététiques selon ses besoins d'abord, pour maintenir sa glycémie et également pour s'aligner avec son niveau socio-économique et ses habitudes alimentaires pour justement arriver à appliquer bien comme il faut la prescription diététique. Donc finalement, parmi les bienfaits de cette prise en charge, c'est le fait d'encourager les patients à faire de l'activité physique. Un patient sédentaire ne pourra jamais atteindre l'objectif en glycémie. Donc c'est quasiment impossible. Des fois, c'est vrai qu'on se retrouve avec des patients chez qui on ne peut pas, chez qui on ne doit pas recommander l'activité physique, des patients avec d'autres complications, sauf dans ces cas, à part les personnes chez qui le médecin a interdit de faire l'activité physique, tout patient diabétique, tout patient bien portant et autres, tout le monde doit pratiquer l'activité physique parce que ça rentre dans le cadre du mode de vie sain qui nous permet d'abord, pour un but préventif, d'éviter certaines maladies de complications. Et dans le but curatif, comme chez les diabétiques, justement d'équilibrer la glycémie tout en ayant bien sûr un régime adapté et une prise en charge avec un traitement médicamenteux adapté. Oui. Parce que je voulais parler de l'activité physique, parce que je sais qu'aucune maladie ne contre-indique l'activité physique sauf la drépanocytose. Mais on peut faire une activité physique adaptée en fonction des tares associées. C'est ce que je sais. Et ça, c'est au médecin de décider justement. Parce que pour les cas qui ne peuvent pas pratiquer de l'activité physique, ce n'est pas au diététicien de dire voilà, il peut ou il ne peut pas, parce qu'on suit souvent la prescription du médecin. Des fois, on est avec des patients qui viennent, soit ils sont handicapés, ils n'arrivent pas à marcher, dans ce cas
qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à faire comme activité physique, ne serait-ce que faire des activités avec les bras, faire quelques mouvements faciles quand on essaie de faire transmettre et tout ça. Mais après, il y a des patients qui viennent qui nous disent non, le patient a contre-indiqué de faire de l'activité physique. Alors là, je ne vais pas m'amuser à lui dire va aller faire de l'activité physique, c'est plus son médecin qui doit voir ce côté. Donc l'objectif, les objectifs de cette prise en charge, je les ai résumés en 3. Alors, permettre à la personne de diversifier le plus possible ses repas, tout en respectant bien sûr les apports glucidiques recommandés et adaptés pour le cas. Et donc, toujours personnalisé selon son poids, selon sa taille, selon ses habitudes alimentaires, son niveau socio-économique, l'activité physique qu'il pratique tous les jours. Quelqu'un qui travaille au bureau, c'est pas quelqu'un qui bouge tout le temps, qui a des escaliers à monter tous les jours, etc. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres. Et la prise en charge est toujours personnalisée. Donc il faut adapter ce repas aux différentes situations de la vie. On est des Marocains, c'est tout ce qu'on est souvent invités, on est souvent, on est dans l'obligation de manger dehors des fois. Et on est obligé bien sûr de s'aligner avec ces habitudes-là et on doit conseiller aux patients et ne pas oublier d'en parler parce que souvent on se retrouve avec des patients qui travaillent avec un horaire continu souvent. Donc on doit les accompagner, leur dire par exemple qu'est-ce qu'ils doivent faire si leur horaire de travail ne leur permet pas de manger à domicile, de manger frais, de manger ce qu'on recommande tout le temps. Parce que la spécificité de la prise en charge diététique, c'est de ne pas transmettre aux patients ne mangez pas ça, ne faites pas ça, faites ça, et alors la liste des aliments interdits, la liste des aliments permis, mais alors c'est loin de là. C'est vraiment l'accompagnement, c'est le suivi, c'est l'alignement avec ses habitudes, etc. Donc c'est un tas de choses à respecter et la consultation diététique, elle doit durer au minimum 45 minutes. Pour faire l'interrogatoire, l'enquête alimentaire, faire la prescription adaptée, calculer les apports glucidiques recommandés selon le poids, la taille, etc. Donc, ce n'est pas une prise en charge ou une consultation qui peut se faire en 10 minutes, 5 minutes. Alors là, on n'est plus dans une prise en charge adaptée et personnalisée. Si c'est pour faire passer des messages standards et généraux, alors là, le diététicien doit faire ou alors le nutritionniste, même l'endocrino ou les médecins généralistes dans les centres de santé, etc. Pourquoi pas faire des éducations collectives pour les diabétiques, que ce soit type 1, type 2. Il y a des recommandations qu'on peut faire passer aux patients pour justement les initier pour d'autres consultations qui peuvent être personnalisées. Mais il y a des conseils qu'on peut donner à tout le monde et qui peuvent être vraiment très bien pour assurer une bonne prise en charge par la suite. Donc, parmi les objectifs également, c'est le respect des goûts et des habitudes alimentaires. Ça, j'en ai parlé assez. Ça veut dire parce que c'est intéressant, il n'y a pas de souci. C'est toujours intéressant. Oui. Moi, il faut qu'on avance ici. Oui. Alors, moi, je vous parle depuis tout à l'heure de l'intérêt de la prise en charge, de ses bienfaits, etc. Alors là, j'ai essayé de résumer en fait, parce que ça fait plaisir toujours à l'auditoire de leur donner les éléments clés avec lesquels ils peuvent avancer dans leur prise en charge. Alors j'ai essayé de résumer en 9 points intéressants, 9 principes que vous pouvez suivre par la suite pour la prise en charge de ces patients. Alors le premier principe, c'est d'adapter l'apport calorique global prescrit à l'IMC du patient, donc le poids sur la taille au carré. Donc on parlera pour ce volet du poids du patient, de sa taille, son activité physique tous les jours. Et à partir de son poids actuel, on peut dire si le patient, en calculant son IMC, s'il est obèse, obésité modérée, morbide, ou alors il est juste en surpoids, il a un embonpoint, ou alors il est en état de maigreur, etc. Donc souvent, on a plus l'habitude de voir des patients avec un surpoids, ou alors en état de maigreur. Mais le surpoids est plus fréquent. Donc en cas de surpoids, on est obligé de réadapter son alimentation, de lui prescrire un plan alimentaire qui va nous permettre d'atteindre l'objectif qui est la perte de poids, minimum à 10% de poids pour justement après évaluer si on peut aller plus loin. Ça dépend du poids du patient lors de la consultation. Et puis, pour atteindre cet objectif, on aura besoin d'éliminer toutes les erreurs alimentaires que le patient il fait tous les jours et bien sûr d'essayer de donner
de faire passer le minimum d'informations avec des ondes négatives. Comment? Alors, on a plus l'habitude de voir les consultations qui se déroulent sur ne mangez pas ça, ne faites pas ça, vous mangez du sucre, éliminez le sucre, vous mangez ça, éliminez ça. Alors, dire tout le temps éliminer, 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 c'est pas bien. Ça n'encourage pas du tout le patient à revenir d'ailleurs pour une consultation de suivi ou alors à appliquer ce qu'on est en train de dire. Alors moi, comment je fais avec mes patients personnellement? Lorsque je reçois un patient pour la première fois, je lui dis la toute première phrase, alors gardez vos habitudes alimentaires, mangez comme vous avez l'habitude de manger, mais essayez juste de m'éliminer ces 3 choses. Alors je commence. On doit, le sucre bien sûr vous comprenez, vous avez un diabète, maintenant vous ne pouvez plus manger sucré, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, sans lui dire éliminer. Donc tout seul, il va être conscient qu'il doit vraiment éliminer le sucre pour ne pas avoir les complications dont j'ai parlé. Puis on passe à la farine blanche. Farine blanche égale pouvoir glycémiant élevé, égale charge glycémique élevée du repas, égale moins de fibres, égale une glycémie postprandiale élevée, et puis un déséquilibre de la glycémie et déséquilibre du pourcentage d'hémoglobine glyquée sur les 3 mois. Et donc, objectif pas atteint du tout. Donc dans ce cas, en éliminant la farine blanche, on remplace avec farine complète, céréales complètes, légumineuses, etc. pour justement éviter la glycémie postprandiale élevée. En expliquant, on dit aux patients que voilà, la farine blanche, elle n'a pas d'intérêt, elle n'apporte rien du tout. Avec une farine complète, vous apportez plus de minéraux, plus de vitamines, plus de fibres. Les fibres, ça permet de maintenir une glycémie plus ou moins correcte. Les fibres, ça aide ça diminue les risques d'avoir un cancer par la suite. Ça évite d'avoir une faim tout le temps. Donc en disant tout ça, lui tout seul, il est convaincu que la farine blanche par exemple, elle est à éliminer. Si on reçoit souvent des patients avec des flatulences, avec un ventre gonflé, avec un surpoids, etc., on leur dit de limiter ou alors d'éviter carrément le lait et produits laitiers. Ça dépend des cas, ça aussi, mais souvent c'est le cas. On essaie de tester la tolérance de ces produits chez le patient pour diminuer son poids un petit peu et pour régler le problème de flatulence, etc. Et après, on recommence la réintroduction progressive, mais ce n'est pas chez tout le monde. Donc, en parlant de ça, déjà, on arrive à installer, à plutôt éliminer les erreurs que les Marocains ont l'habitude de faire quotidiennement. Et après, on passe à tout ce qui est spécifique au patient lui-même. S'il a l'habitude, par exemple, de ne pas manger à horaire fixe, s'il a l'habitude de manger un aliment trop sucré à une heure donnée, on essaie de voir son schéma thérapeutique aussi, l'insulinothérapie, ou alors il est sous ado, ou alors les deux, ou il ne prend pas de traitement, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, vraiment, durant la première consultation, on essaie de plus de s'accentuer sur l'interrogatoire pour avoir le maximum de données sur le patient et d'installer d'abord les bonnes habitudes et après, lors de la consultation de suivi, on reçoit un patient avec moins de kilos, ça c'est sûr, parce qu'il a éliminé le sucre et la farine blanche et il a essayé de revoir ses apports quotidiens, etc. Et à ce moment donné, on pourra commencer une prise en charge personnalisée, adaptée avec, voilà, petit déjeuner, vous prenez ça, déjeuner, vous prenez ça, etc. Donc c'est comme ça généralement que ça se passe. Dans le cas où vous n'avez pas de diététicien ou alors le diététicien il est sur place mais il ne voit pas les diabétiques ou autre chose, alors là on peut référer les patients. À ma connaissance, chaque hôpital régional, il y a un diététicien ou une diététicienne. En principe, vous n'avez qu'à demander le service et normalement, il doit prendre en charge les diabétiques de la région. Donc, c'est comme ça normalement que ça se passe. Donc, le deuxième point et deuxième principe pour une prise en charge correcte, c'est le respect des besoins alimentaires. Chaque catégorie d'âge a des besoins spécifiques. Donc, une personne âgée, ce n'est pas comme un adolescent, ce n'est pas comme un enfant, ce n'est pas comme un adulte à 20 et quelques. Donc, ça dépend de l'âge du patient, ça dépend de beaucoup de choses et surtout de l'activité physique pratiquée par jour et son poids. Parce que nous, les diététiciens, quand on veut calculer l'apport calorique recommandé pour la personne par jour, on fait l'activité physique fois le poids idéal. Et le poids idéal, on le calcule par la taille, le poids actuel du patient, etc. Donc, troisième principe qui est très 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 important, qui est l'hydratation. Alors, il ne faut pas et jamais oublier de parler de l'eau. Le diabète, on a des patients qui ont plus tendance à uriner fréquemment, etc. Donc, on doit vraiment mettre le point sur l'hydratation, leur recommander de boire de l'eau. Il y a une étude qui a été faite au service de gériatrie de Casablanca à l'hôpital Sqat
En fait, ça a fait l'objet d'une thèse d'une diététicienne. Elle a travaillé sur l'évaluation de l'état nutritionnel des patients âgés et ça a montré qu'il y a un lien c'est extrêmement lié. Le poids des patients, ils sont souvent en déshydratation. Rien qu'en hydratant le patient, on peut améliorer son état nutritionnel. Donc c'est vraiment catastrophique. Les patients âgés surtout, ils viennent toujours avec un état de déshydratation très flagrant qui se voit dès le début. Donc il faut vraiment penser à faire passer le message, à demander aux patients de s'hydrater tous les jours, minimum 1,5 litre d'eau par jour. Quatrième principe, c'est avoir une alimentation équilibrée avec des horaires de repas, des heures de repas régulières. Donc les heures de repas régulières, pourquoi? Parce que, on le sait tous, surtout chez les diabétiques, les diabétiques type 2, surtout ceux qui ne sont pas encore passés au traitement. Alors en habituant le corps à manger à des heures précises, alors le corps il se remet comme si on le réactive un petit peu la sécrétion d'insuline ou alors l'activité de l'insuline au niveau du muscle. Donc c'est très important les horaires de repas. Et ça permet bien évidemment de réguler la glycémie selon les prises d'insuline, ou alors des ados, ou alors carrément un patient qui ne prend pas de traitement, c'est bien de respecter les horaires de repas. Cinquième point, c'est d'éviter les longues périodes de jeûne qui sont déconseillées parce que ça cause les hypoglycémies, ça vous le savez. Et on arrive au point de supprimer. Alors supprimer, c'est supprimer quoi? Les sucres rapides, produits sucrés et édulcorants aussi. Les édulcorants sont neurotoxiques, sont très dangereux pour la santé, pour beaucoup de choses. Donc il y a pas mal d'articles sur PubMed, sur beaucoup de journaux scientifiques qui déconseillent à un certain grammage les édulcorants. Mais personnellement, quand on a quelque chose qui pose problème pour les uns et pas pour les autres, alors là il faut se méfier, il faut toujours essayer de déconseiller les choses dont on n'est pas sûr. Donc édulcorants, il ne faut pas trop en abuser. C'est vrai qu'on est tous des humains, on doit respecter leurs habitudes alimentaires, on est tous invités, on a tous des enfants avec des anniversaires, on a tous des fêtes, etc. Donc occasionnellement, ce n'est pas grave, mais tous les jours, ça devient quand même grave pour la santé. Alors les produits industriels, lorsque je fais transmettre l'idée qu'il faut avoir vraiment 0 produit emballé dans l'alimentation au quotidien, que ce soit pour patients diabétiques ou alors bien portants, tout le temps les gens ils se disent qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Un jour j'ai demandé aux gens qui étaient à la formation de prendre une feuille et un stylo, essayer de mettre par jour qu'est-ce qu'ils peuvent manger s'ils ne doivent pas prendre des produits emballés. Au début on m'a dit non, c'est impossible. On est obligé d'acheter des produits emballés. Mais après, les personnes ont commencé à noter ce qu'ils peuvent prendre si elles devaient vraiment éviter les produits emballés, ils se sont retrouvés avec un menu bien correct, économique, avec moins de dépenses, etc. Ils étaient satisfaits. Donc il faut vraiment juste penser à le faire. Puis on fait tous des courses aux grandes surfaces et tout ça, mais en achetant des produits emballés, essayons de lire les étiquetages. Le moins d'additifs possible, le moins de produits chimiques possible. C'est toujours intéressant de diminuer nos apports en produits chimiques et en produits dont on n'est même pas sûr. Et le comble, c'est que l'étiquetage, surtout au Maroc, on note pas toujours tout ce qu'il y a dedans. Et encore, on n'est pas tous chimistes pour comprendre le E160, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vaut mieux toujours aller vers le naturel, revenir un peu plus en arrière, vers l'alimentation de nos ancêtres, vers le tagine, vers l'alimentation méditerranéenne conseillée partout dans le monde. On a tous un capital très important en matière d'alimentation. Il suffit juste d'y penser et d'avoir la volonté pour pratiquer les conseils qu'on sait tous. D'ailleurs, tout le monde le sait. Mais qui le pratique, c'est vraiment, il faut la volonté. Donc il faut éviter les excitants au maximum possible, surtout pour les personnes ayant l'hypertension artérielle. L'alcool et le tabac, bien sûr, professeur Belkhadir en a parlé. Et éviter les grignotages parce que ça ne permet pas du tout de réguler la glycémie chez les patients. Alors, une représentation... Oui ? Non, j'ai pas dit. J'ai dit un petit peu diminuer l'apport en thé, l'éliminer en cas où on a un patient avec une hypertension artérielle ou alors une autre complication qui nécessite vraiment d'arrêter les excitants. Peut-être qu'il faut éviter le thé qui est sucré. Non, moi je parle du thé sans sucre. Là, on est bien clair. Thé sans sucre, il ne faut pas en abuser parce qu'on trouve des patients avec... C'est une citation. Bon, il y a des patients... Avoir la balance sur ses avantages et ses avantages. Exactement. Toujours la clé.
C'est une cause maladie. Méfiez-vous. Il ne faut pas en abuser. La clé, c'est l'équilibre. Mais on peut le prendre dehors, 2 heures après, 2 heures avant. Alors, la clé, c'est l'équilibre. Toujours, il n'y a pas d'aliments à éliminer. Sauf, bien sûr, le sucre et produits dont on n'a pas besoin déjà, comme principalement le sucre pour diabétiques. Mais quand on parle, par exemple, de thé, de tisane, etc., on peut en consommer. On ne va pas dire aux patients ne consommez pas du thé, surtout les Marocains, impossible. Mais se retrouver avec des patients qui buvent toute la journée du thé. Celui qui ne boit pas du thé, il a mal à la tête, il n'arrive pas à dormir. D'autres qui prennent la tasse de café et après ils te disent « je ne suis pas arrivé à dormir ». Et qui dit sommeil perturbé, dit alors glycémie perturbée parce que le patient qui ne dort pas tôt, il ne se réveille pas tôt, il ne prend pas son petit déjeuner à l'heure, le déjeuner décalé, le dîner encore plus. Donc ça cause des problèmes. Mais si on a un patient qui a uniquement un diabète avec 0 complication, pas d'hypertension artérielle, rien du tout, on peut conseiller de prendre par exemple le thé et le café en collation. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Parce qu'on a des collations, des fausses collations et des vraies collations. Les vraies collations, c'est les collations qui contiennent du sucre lent. C'est des sucres complexes pour justement éviter les hypoglycémies chez quelques-uns, selon leur schéma thérapeutique. Mais il y a des collations qui sont des fausses collations à base de thé, de café, de tisane, des trucs qui n'apportent pas vraiment de calories. Combien on peut en prendre au maximum par jour? Alors, 4 tasses, c'est vraiment maximum pour les patients qui n'ont pas d'hypertension artérielle. Parce qu'en cas de diabète, on est toujours à risque. Il faut vraiment faire attention. Je vais revenir sur l'hydratation. Oui. L'hydratation nocturne. On a entendu parler qu'il ne faut pas boire la nuit. Quoi? Est-ce qu'il a Alors, pour l'hydratation, on parle d'une notion qui est la E-hydratation permanente. La E-hydratation permanente, c'est l'état optimum où le corps il est hydraté et où les apports sont équivalents aux pertes. En cas de diabète, on a des patients qui urinent beaucoup, qui perdent beaucoup d'eau via la sueur, via les urines, via. Et donc, du coup, on est obligé de compenser les pertes. Et pour conseiller aux patients de boire de l'eau, l'essentiel, c'est d'abord la question qui se pose, quelle eau je dois boire? N'importe quelle eau, l'essentiel, c'est de boire. Parce qu'on n'a pas tous les capacités d'acheter X ou Y. Donc, on dit aux patients qu'il faut, le plus important, c'est de boire. Et après, les moments de boire, c'est toute la journée. On peut se réveiller la nuit si on le souhaite et boire un peu d'eau, ça ne se fait mal à personne. Mais au moment du repas, on ne doit pas abuser de l'eau. Pourquoi? Parce que ça diminue le taux des enzymes digestives et ça ne permet pas de faire la digestion comme il faut. Ou alors, ça remplit l'estomac et ça ne nous permet pas d'avoir assez d'apport et du coup, on risque d'avoir des hypoglycémies après. Donc, pour les patients diabétiques, c'est boire toute la journée en petite quantité, séparée dans la journée. Et puis après, s'il désire boire la nuit, s'il a soif la nuit, la soif déjà, c'est une alarme très tardive. S'il a soif, c'est-à-dire qu'il est déjà déshydraté, on ne doit pas boire lorsqu'on a soif, on doit boire sans avoir soif. Parce que si on a soif, on a déjà une perte de compétences, une déshydratation à l'intérieur, etc. Donc boire sans avoir soif, et s'il a soif, il désire boire, on ne va pas lui dire non, ne buvez pas de l'eau la nuit, et il a soif. C'est-à-dire que déjà son corps, il en a besoin. Mais juste en petite quantité, séparé dans la journée, pour ne pas bloquer la digestion et pour ne pas favoriser, comme j'ai expliqué, le remplissage d'estomac, et puis après on ne mange pas assez, on se retrouve en hypoglycémie. Donc, alors je vais en parler, mais je vous réponds quand même. Alors les jus de fruits, alors naturel, pas naturel, c'est trop riche en sucre, c'est concentré en sucre et ça augmente la glycémie. Et ça a une charge glycémique élevée parce que maintenant actuellement on ne parle pas indice et index glycémique, on parle plus charge glycémique. D'accord? Parce qu'avant, je vous donne un simple exemple entre la carotte et le riz. Avant, on disait l'indice, c'est l'indice glycémique, c'est l'index glycémique. Alors, l'indice glycémique du riz, il est moins élevé que la carotte. Et on conseillait aux patients de ne pas prendre la carotte, mais vous pouvez prendre du riz. Actuellement, non. La charge glycémique du riz, elle est plus élevée que la charge glycémique de la carotte. Quand on parle charge glycémique, on parle de l'élévation de la glycémie en postprandial. Vous voyez, donc, quand on parle de jus de fruits, c'est-à-dire la préparation du jus, même s'il n'y a pas de sucre ajouté dedans, il y a l'élévation de la glycémie en postprandial. Je me rappelle, j'avais vu en stage en 2009 une patiente qui avait tous les jours une glycémie à 7. Et je me rappelle, Dr Hind Araqi n'arrivait pas à corriger sa glycémie. Et puis on se demandait tout le temps, elle faisait tout.
vous mangez du sucre? Non, je ne mange pas du sucre. Vous faites ça? Oui, je fais ça. Mais après, en faisant l'interrogatoire et en jetant un coup d'œil sur le lien, je me retrouve avec des produits emballés, des jus en carton. Et elle me dit non, c'est zéro sucre, c'est zéro sucre ajouté. Mais il y a du sucre dedans. Et le sucre qu'il y a dedans, c'est le sucre naturel. Et alors, on ne va jamais arriver à maintenir sa glycémie dans les normes si on n'élimine pas les sucres rapides en excès dans son alimentation. Donc, toujours l'équilibre de temps à autre. Si le patient il est invité ou il y a un anniversaire, une fête, etc., et qu'il souhaite prendre un peu de jus, alors là, s'il met l'insuline, on augmente un petit peu en 2 unités ou là 1 unité, ou là, on conseille au patient de ne pas toucher au traitement, mais alors de faire de l'activité physique après, etc. Mais autrement, non, vaut mieux pas. Donc, c'est une représentation scientifique qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. Souvent les nutritionnistes et les diététiciens ils parlent pyramide alimentaire, mais là aussi c'est une représentation assez connue et assez scientifique bien sûr. Donc alors la coque elle est divisée en deux, en rouge et bleu, ça représente l'apport protidique via les viandes, poulets, poissons, produits laitiers, etc. L'acquis, alors ça représente la matière grasse, que ce soit d'origine animale ou végétale, et on a les deux phoques, c'est-à-dire en vert, fruits et légumes, la grande voile en marron qui représente les légumineuses et les céréales complètes, etc. Et la petite voile qui représente les apports en sucreries, en tout ce qui est produits, pâtisserie, etc. Et le tonneau qui représente un frein pour le bateau, qui représente la consommation journalière en alcool, pardon. Alors, et le tout baigne dans l'eau, qui est la seule boisson indispensable pour l'être humain. Alors, la représentation, il nous montre avec des parts comment doivent être les apports en légumes, en fruits, en apports en protéines, etc. Et alors, on dit que qui veut voyager loin, il doit gonfler les phoques et grand voile, c'est-à-dire qu'il doit manger assez de légumes et de fruits, plus que d'habitude. Toujours si on arrive à éliminer le sucre et éliminer la farine blanche et augmenter l'apport en légumes et surveiller l'apport en fruits, surtout pour les patients diabétiques. Il y en a des diabétiques chez qui on doit conseiller de prendre les légumes en collation, surtout les patients qui ont de l'hypertriglycéridémie, parce que les triglycérides ils augmentent si on mange les sucres, le fructose après le repas. Donc ça dépend du patient, mais en général, selon les bilans, selon les habitudes alimentaires, selon la glycémie et tout ça, on décide si on doit donner le fruit après le repas ou alors en collation. Mais en général, il faut bien surveiller l'apport en fruits parce qu'au Maroc, lorsqu'on dit aux patients ou on entend à la radio que par exemple les pastèques ça n'augmente pas la glycémie, on se retrouve le lendemain avec tout le service d'endocrino qui est plein de diabétiques à 7 grammes. Ça, c'est catastrophique. Donc, il faut éviter vraiment de leur dire « Vous pouvez manger ça, il n'y a pas de souci ». Parce que vraiment, il faut toujours préciser la quantité qui est permise. Et voilà, donc, je pense que j'ai tout dit. Alors, j'ai juste à vous dire, il y a une petite idée que je partage toujours avec mes patients et lors de mes conférences, la préparation du pain. Alors, il faut toujours conseiller aux patients de revenir au levain traditionnel. Actuellement, c'est qui prépare le levain traditionnel? C'est plus les jeunes filles qui viennent d'être mariées, etc., la nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent actuellement que le levain traditionnel, c'est comme un probiotique. C'est en évitant les produits chimiques, la levure chimique et tout ça qu'on peut améliorer le capital et le microbiote intestinal. Et en manipulant le microbiote intestinal, on manipule toutes les maladies qui viennent après et on rééquilibre la glycémie et tout ce que vous voulez. Parce qu'avec une mauvaise digestion, des flatulences, des mauvaises habitudes alimentaires, il y a des études et des recherches scientifiques qui ont prouvé que le microbiote intestinal joue un rôle énorme sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques, etc. Donc il faut vraiment penser à prescrire des probiotiques si besoin et à conseiller dans les normes possibles de préparer le levain traditionnel et non pas de consommer les levures chimiques vendues partout. La préparation, elle est très facile, suffit, tout le monde maintenant sait comment manipuler YouTube, WhatsApp et tout ça, mais pas pour le bien de tout le monde. On est là à perdre du temps, à faire n'importe quoi. Mais vaut mieux aller chercher les recettes, comment faire le levain traditionnel, comment préparer le pain, comment le réussir, etc.
Et ça, pour ça, il y a des groupes sur Facebook qui le font et ça ne demande pas vraiment du temps, c'est pas énorme à faire. Donc il suffit juste d'avoir la volonté. Deuxième point, c'est en préparant le pain, on fait moitié sang de blé ou sang d'orge ou ce que vous voulez. L'essentiel c'est que ça soit du sang. Et l'autre moitié à base de farine complète. Comme ça, si le patient il mange la moitié du pain, alors s'il le prépare ainsi, c'est comme s'il a mangé le 1/4. Alors moi, au lieu de lui dire ne mangez pas le pain, chose qui est quasiment impossible pour les Marocains, je dois juste ajuster la préparation et on va se retrouver avec moins d'apport en glucides complexes. Parce que le sang du blé, il n'est pas calorique, il assure une bonne digestion, il fait augmenter il fait bien travailler l'intestin et le transit et les améliorer. Et puis, ça permet de gérer la faim du patient. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on peut donner aux patients. Alors, 7e point, c'est de fractionner les prises alimentaires journalières et fixer les horaires de repas, c'est important. Donc, petit déjeuner, déjeuner-dîner, ça, tout le monde le sait. Mais alors, les collations, ils sont importantes, mais chez des patients, on doit donner des collations, des fausses collations, comme j'ai dit tout à l'heure, et chez d'autres, on a besoin de vraies collations à base d'un peu de pain ou d'un peu de féculents ou autres, contenant des glucides complexes pour justement équilibrer la glycémie toute la journée, éviter les hypoglycémies. 8e principe, c'est le respect au plus près des habitudes alimentaires et du rythme de vie, et donc des horaires de travail ou de scolarité, etc. Et 9e point, c'est avoir une activité physique régulière. Maintenant, les recommandations disent qu'il faut pratiquer une activité physique tous les jours de 30 minutes après le repas pour les diabétiques, pour éviter les hypoglycémies, et également pour les patients obèses, après le repas. Pourquoi? Pour brûler au maximum ce qu'il a consommé. Donc pour l'état de maigreur, c'est autre chose. Donc 30 minutes chaque jour. Ceux qui n'ont pas le temps, alors préférez d'éviter de prendre la voiture et de marcher, ou alors de pratiquer un jour sur 2, 1 heure, ou un jour sur 3, 1 heure. Alors il y a des limites d'adhésion tout le temps. Alors les habitudes alimentaires qui sont très éloignées de l'équilibre alimentaire. On a les Marocains avec malheureusement les mauvaises habitudes qui s'installent de plus en plus. La non-adhésion au changement éventuel de la composition des repas, prescrits par le diététicien ou le médecin. Les horaires de lever et de repas inappropriés. On a souvent l'habitude de voir des patients qui ne dorment pas tôt et du coup qui ont envie de manger la nuit ou alors qui se retrouvent avec des hypoglycémies et tout ça. Donc parler du sommeil, ça aussi c'est important. Et l'entourage du patient diabétique qui malheureusement, plus on a l'habitude d'entendre que le diabète c'est maintenant, c'est rien du tout pour les patients. Diabétique c'est comme si on n'a rien dit des fois. Et alors c'est grave, ça a des complications, ça a plusieurs choses en conséquence et donc il faut vraiment sensibiliser les patients. Moi j'ai l'habitude de voir deux types de patients. Celui qui entend qu'il est diabétique, frustré, surpris, etc. Et j'aime comme quoi c'est rien du tout, c'est pas grave, il faut juste un bon suivi, etc. Et un autre type qui, en lui disant qu'il est diabétique, c'est comme si on n'a rien dit, absolument rien dit, continue à vivre sa vie normale. Donc il faut vraiment savoir quel type il est le patient pour pouvoir vraiment communiquer, faire passer le message au maximum. Il faut maintenir un style de vie sain, donc il parle de mode de vie sain. On ne parle plus de régime, mode de vie sain, c'est-à-dire le sommeil doit être équilibré, l'activité physique, l'hydratation et une bonne alimentation. Suivi tous les 3 mois chez le médecin traitant et effectuer les tests et les bilans demandés régulièrement. Et même le diététicien, c'est vrai qu'on n'est pas des médecins, mais on est obligé d'avoir les bilans. Parce que des fois, je reçois des patients, ça c'est un message à faire passer, j'en profite, on reçoit des patients en consultation qui viennent les mains libres. On n'a aucune information, on a un patient qui vient nous dire je suis diabétique, oui, et après je dois voir ses triglycérides, je dois voir son cholestérol, je dois voir son état de santé en général, s'il a une anémie, s'il n'a pas. Tout ça, j'en ai besoin pour prescrire un régime adapté et personnalisé pour ne pas tomber dans d'autres problèmes et complications. Donc voilà, toujours en référant le patient à l'hôpital là où il y a le diététicien ou la diététicienne, merci de référer le patient avec ses bilans et de noter s'il y a d'autres complications en parallèle. Et voilà, si vous avez des questions, ils sont les bienvenus.